Bonjour et bienvenue à tous. Donc, comme je l'ai dit, je suis Marianne Edon. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure avec environ 35-40 minutes d'intervention et ensuite 20 minutes pour les questions. Alors, durant le webinaire, vos micros en tant que participants sont coupés. Mais par contre, vous pouvez poser des questions aux intervenants via le module Q&R, donc qui s'affiche avec des petites bulles Q&R sur lesquelles vous pouvez du coup poser vos questions aux intervenants. Et nous y répondrons en fait pendant les temps d'échange qui sont dédiés aux questions-réponses. Et en parallèle, vous pouvez aussi utiliser le chat que certains ont déjà utilisé pour dire bonjour. Donc, c'est la petite bulle intitulée « Discussion ». Et ce chat, on le réserve au partage d'informations. Si vous voulez partager des liens, des informations complémentaires aux interventions, donc vous pouvez le faire via le chat. Et les questions aux intervenants, c'est dans le module Q&R. Donc, comme je l'ai dit, le webinaire est enregistré et vous pourrez accéder ensuite au replay en tant que participant. Alors, nous pouvons passer à la diapo suivante. Alors, nous vous proposons en fait ce webinaire dans le cadre de l'étude qu'on a intitulée « À plantécité végétale et planification ». Donc, c'est une étude qui a été menée pour accompagner les collectivités et les acteurs de l'aménagement urbain dans une meilleure intégration dans la planification urbaine des espaces de nature et de la biodiversité. Donc, comme vous le voyez sur la diapo, c'est une étude qui a été menée en partenariat. Et cette étude a abouti à un panel de ressources qui sont en accès libre, qui sont décrites dans la diapo suivante, avec en point central un recueil de fiches actions qui est téléchargeable sur le site, et également en parallèle, vous avez ces leviers d'action qui sont décrits dans les fiches, dans ce recueil de fiches, qui sont illustrés par environ 200 documents inspirants qui ont été publiés sur le portail Nature en Ville. Et vous pouvez retrouver ces différents documents de planification dans l'onglet ressources. En parallèle, nous avons aussi organisé 2 journées techniques sur le sujet végétal et planification. Et aujourd'hui, nous proposons ce webinaire pour aller plus loin un petit peu sur la thématique du bâti, donc en vous présentant les enseignements de l'étude planification sur les outils et les leviers d'action pour favoriser le végétal à proximité et sur le bâti, et au stade de la planification, mais aussi en faisant le lien avec les autres séquences aménagées et gérées. Donc en première intervention, on va avoir Sandrine Laramendi qui a piloté cette étude à plantécité, qui est paysagiste, concepteur et urbaniste. Et ensuite, en deuxième intervention, nous aurons un témoignage d'Anthony Perrin, qui est chargé de mission à la ville de La Motte-Servolex et qui nous illustrera du coup ces outils de planification et l'intégration entre planifier, aménager, gérer via un exemple. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Sandrine pour la suite. Merci. Bonjour, merci Marianne. Oui, donc pour ma part, je vais vous présenter quelques enseignements et une sélection d'exemples inspirants qui sont issus donc, de l'étude végétal et espace de nature dans la planification urbaine. En commençant par les facteurs qui sont apparus clés pour obtenir des effets concrets et durables sur le terrain, pensée urbanisme et nature. Tout d'abord, le fait d'actionner une diversité de leviers d'action dans les champs que sont connaître, protéger, urbaniser mieux et enfin mettre en œuvre une gestion écologique. Donc, ils sont illustrés par le schéma en haut à droite. En effet, actionner un levier seul ne suffit pas. On peut par exemple avoir protégé un arbre ou une haie dans le PLU, mais finalement ne pas avoir repéré, contrôlé, voire sanctionné sa disparition au cours d'un projet de construction. Un autre levier qui est apparu important, c'est le fait que les collectivités s'entourent des compétences de spécialistes en écologie, en paysage, en sol, que cela soit en interne quand elles le peuvent, mais aussi en externe, et d'œuvrer au travail interdisciplinaire entre les différents services, mais aussi au sein des équipes d'œuvre qu'elles recrutent. Un autre facteur clé de réussite est la formation et la sensibilisation des non-spécialistes, du végétal, qu'ils soient élus ou techniciens, architectes ou ingénieurs, VRD par exemple,
parce que beaucoup d'échecs et d'erreurs sont dus à ce manque de culture, une base de culture générale autour du végétal et des espaces de nature. Enfin, l'action concrète sur le terrain ne peut exister sans ce qui en est son moteur principal, c'est-à-dire le portage politique, avec l'engagement et le soutien des élus pour animer cette action au quotidien, en mobilisant tous les moyens utiles, mais aussi assurer sa pérennité sur le long terme. Je vais passer maintenant en revue les 4 grands leviers d'action en présentant quelques enseignements, recommandations issues de notre étude et puis quelques exemples inspirants. Donc, connaître tout d'abord. Donc, la connaissance, elle est vraiment le socle de l'action. Pour piloter finement sa stratégie en faveur de l'écologie, du paysage et de la sobriété foncière, la collectivité doit avoir une bonne connaissance à la fois de son tissu de végétal et d'espaces de nature et de son tissu urbanisé. Si cette connaissance elle est acquise en amont du PLU, elle peut être plus facilement mobilisée. Pour l'être mobilisée dans le cadre du PLU, il faut aussi qu'elle ait pu être largement diffusée, notamment entre les services, et que cette connaissance, mais aussi les enjeux identifiés sur son territoire, soient bien partagés. Les démarches volontaires comme des atlas de la biodiversité communale, des plans paysages ou toute autre démarche autour de thèmes ciblés, comme par exemple les arbres, autour des arbres, du patrimoine, des espaces publics, sont autant de moyens d'acquérir de la connaissance et de fédérer différents services et parfois aussi des habitants. Des exemples inspirants, ici un premier exemple avec le PLUI de la métropole européenne de Lille, qui a mené un travail de connaissance fine de son patrimoine architectural et paysager dans le but de le protéger ensuite dans le PLU. C'est qui s'appelle IPAP, Inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc, c'est un atlas cartographique par commune à l'échelle du 5 000e qui localise les différents éléments et ensembles patrimoniaux et qui protège ces éléments ensuite au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, avec des dispositions pour chaque type d'éléments. Cet inventaire, c'est là aussi l'intérêt, il est complémentaire et mené en parallèle avec un autre inventaire, celui du patrimoine écologique et paysager, et naturel, pardon, IPEN, qui protège, lui, de nombreux autres éléments du patrimoine naturel. Et donc, à terme, la collectivité envisage de prévoir la mise en ligne d'une fiche descriptive par élément pour que, justement, cet inventaire soit plus largement accessible. Un autre exemple ici avec une politique vraiment volontariste en faveur des arbres qui est menée par Strasbourg. Il a mis en place un inventaire individualisé du patrimoine arboré qui est disponible sur SIG et que les agents, les jardiniers agents de terrain peuvent documenter toutes leurs actions de terrain sur ce SIG. Mais certaines des couches de ce système d'information géographique, elles produisent aussi des cartes interactives qui sont accessibles sur le site de la collectivité. Et ils vont jusqu'à mettre en place des parcours qui mettent en valeur les arbres remarquables en partenariat avec l'Office du tourisme. Donc là, c'est de la connaissance vraiment jusqu'à la valorisation de ce patrimoine arboré pour en faire un bien aussi collectif. Protéger maintenant, le champ d'action protégé. Donc il est apparu dans l'étude que les différents zonages et leviers du PLU, que sont les zones N, espaces boisés classés, les éléments de paysage protégés au titre des différents articles, sont des incontournables pour protéger les différents éléments de paysage. Donc là, l'objectif est de dessiner un plan de zonage et d'écrire un règlement parfaitement adapté aux qualités et aux spécificités des espaces de nature de sa collectivité. La définition, par exemple, de sous-secteur permet de donner vie à son plan de zonage et permet ensuite d'adapter le règlement. Ça permet aussi à tous les habitants et aménageurs de clairement localiser où se situent les enjeux de protection. Concernant l'inconstructibilité limitée, qui est un principe de base de la zone N, au cours de l'enquête qu'on a pu mener dans le cadre de l'étude, il y avait des reproches qui étaient couramment formulés pour dire que trop de constructions étaient permises dans le zonage N. Bon, donc, ce genre d'atteinte, elle peut être corrigée en veillant justement au respect de ce principe d'inconstructibilité ou à défaut en veillant à un encadrement ferme des constructions autorisées. Un dernier enseignement, c'est le fait qu'il faille associer à ces protections des pratiques de gestion respectant les arbres. Un exemple ici avec, par exemple, cet alignement qui était classé en espace boisé classé.
C'est important cette association avec les pratiques de gestion parce qu'un classement en espace boisé classé, ça ne protège pas de toutes les atteintes, par exemple aux arbres. Un arbre élagué drastiquement au point de mettre en danger sa survie, ce n'est pas considéré comme un défrichement. Donc, c'est là que tous les conseils aux propriétaires et porteurs de projets sont utiles en amont des travaux. Un exemple inspirant de protéger, ici avec le Plume d'Orléans, qui a protégé près de 700 cœurs d'îlots de jardins privés classés en cœur de jardin au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme. Donc, dans ces périmètres, les extensions et annexes sont, type cabanon de jardin, remise ou garage, sont limitées dans la limite de 15 mètres carrés d'emprise au sol. Il y a des règles aussi concernant les clôtures qui doivent être ajourées. Il est intéressant de noter que ce nombre de jardins classés a progressé car les propriétaires, d'eux-mêmes, certains propriétaires ont demandé la protection de leur jardin, conscients d'avoir ce patrimoine à protéger. Et pour ce travail fin de repérage sur le terrain, puis de transcription dans le règlement et dans le plan de zonage, la collectivité a été accompagnée par le Bureau d'études en écologie et paysage Urban Eco. Un autre exemple inspirant avec le Plume ici de Nantes, qui a mis en place toute une méthodologie de classement des éléments de paysage, de bois et arbres, également dans le tissu urbanisé, en fonction des enjeux écologiques, hydrologiques et paysagers. L'objectif est bien de proposer pour chaque élément l'outil graphique le plus adapté, soit espace boisé classé, soit espace paysager à protéger au titre de l'article L151-23. Et ce travail, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été mené en concertation avec les services des communes et avec un dialogue aussi avec les propriétaires privés. Un exemple, par exemple, avec les agents des services espaces verts de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est dans le métropole, qui s'est déplacé visiter les propriétaires privés concernés par des espaces boisés classés pour leur donner justement des conseils concernant l'élagage courant ou le maintien des accès. Urbaniser mieux à présent, le levier d'action sur urbaniser mieux. Donc là, c'est bien pour les secteurs qui seront urbanisés d'indiquer les principes à suivre, les éléments de paysage à protéger, les continuités à assurer pour les sols, pour la faune. Pour cela, on mobilisera les orientations d'aménagement et de programmation, qu'elles soient thématiques ou sectorielles, ainsi que les autres outils du règlement du PLU, comme les obligations de plantation, de création d'espaces verts ou les différents coefficients. On agira aussi aux étapes importantes de l'instruction des autorisations d'urbanisme et de leur contrôle. Dans notre enquête, ces étapes elles sont apparues, la grande majorité des collectivités éprouvent des difficultés justement à ces étapes-là. Et on accompagnera donc et guidera les porteurs de projets. Une vigilance, c'est les effets un peu parfois contre-productifs d'une obligation de plantation quand elle est simplement perçue comme une contrainte par le porteur de projet. Ici, avec l'exemple, par exemple, des parkings. À gauche, un parking, effectivement, il n'y a pas de règle pour de la plantation. Dans les faits, du coup, il n'y a rien, aucune plantation en lien avec le bâti. Au milieu, il y a une règle dans le PLU de plantation d'un nombre d'arbres par place de parking, mais on le voit, ces arbres, ils n'auront pas une durée de vie importante et ils ne produisent rien en termes de qualité pour la biodiversité ou pour le paysage. Et les candélabres sont mieux protégés des chocs que les arbres. Et à droite, une même règle, mais qui, quand elle va jusqu'à la formalisation avec un projet de qualité, avec des concepteurs paysagistes, des entreprises de paysage qui réalisent des projets de qualité, on a là tous les bénéfices. Donc, c'est montré qu'effectivement, c'est une règle. Un autre exemple ici, avec des obligations de plantation en lien avec des projets de nouvelle construction. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, cet arbre qui a été planté auprès de cet arbre, près de ce bâtiment, il ne pourra jamais grandir, il devra disparaître à très court terme. Ou ici, ces trois arbres, ils ont coché aussi une case de plantation d'arbres en lien avec le bâti, mais ils ne produisent aucun intérêt ni écologique ni paysager. Pour les OAP, en revenant sur la mobilisation des OAP, en résumé, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il y a l'articulation entre la planification et la conception, en permettant de guider les porteurs de projets et d'afficher les objectifs de la collectivité pour le végétal et d'insuffler des logiques d'aménagement et de végétalisation en lien avec le bâti. Donc, il y a une très grande liberté de forme, de contenu, comme on disait, peuvent être par secteur, par thématique ou les deux.
Elles permettent de croiser des enjeux, d'agir sur les espaces privés et rappeler que c'est un document opposable dans un rapport de compatibilité. C'est-à-dire qu'il ne doit exister aucune contradiction majeure entre le projet et l'OAP. Donc, c'est moins fort que du règlement, mais néanmoins, ça peut servir à bloquer certains permis de construire. Donc, ça a quand même un effet. Les recommandations issues de notre étude, c'est le fait qu'elles soient bien claires, les orientations et vérifiables. Que ça peut être rédigé de façon qualitative ou quantitative, mais il ne faut pas que ça s'apparente à un règlement. S'il y a un secteur dans un secteur qui a vocation, par exemple, à être urbanisé, s'il y a un lieu, on sait qu'on veut le préserver dans le projet, il faut plutôt se tourner vers le plan de zonage et le règlement. Voilà, il faut vraiment bien dissocier ce qui est de l'ordre du règlement et de l'OAP. Très important pour avoir des OAP de qualité de se fonder sur une connaissance fine de terrain, d'impliquer les compétences en écologie et paysage, à la fois pour cette connaissance, mais pour cette transcription dans les OAP, d'associer les instructeurs, parce qu'ils peuvent repérer des points qui pourront être compliqués à l'instruction, et utiliser tout le potentiel de la représentation graphique qui permet vraiment d'être très pédagogique dans le passage de ces orientations. Deux exemples ici avec une OAP du Plume de Nantes, l'OAP Trame verte et bleue, qui est en lien avec notre OAP thématique du même Plume, climat, air, énergie, qui est aussi intéressante, mais là, j'ai choisi de vous présenter l'OAP Trame verte et bleue. Donc, elle présente des objectifs d'aménagement stratégique, là, les 5 qui sont listés dans l'encadré, avec un sol partagé pour la faune, la flore, les humains, une végétalisation de qualité à développer et préserver, la conception d'architecture support de biodiversité, le sujet des clôtures aussi qui est mis en avant comme un relais de biodiversité, et celui de la lumière artificielle qui a évité pour les corridors écologiques. Et cette OAP, elle se formalise par des systèmes comme un jeu de cartes avec des 49 vignettes. On a un schéma très clair qui illustre l'orientation et au verso l'énoncé des orientations. Donc là, vous avez 2 exemples ici. Une autre OAP thématique ici du PLUI de Plaine Commune, OAP thématique environnement et santé. Alors, elle présente à la fois des orientations transversales, c'est-à-dire qui s'appliquent à tout le territoire, d'autres orientations qui sont adaptées au tissu urbain, par exemple des orientations spécifiques pour les zones économiques, et d'autres orientations encore qui sont localisées, donc appliquées à certains secteurs stratégiques qui apparaissent représentés sur la carte de l'OAP. Là aussi, vous voyez, c'est largement illustré de schémas et photos. Ici, deux schémas que j'ai choisis. L'un qui montre tous les espaces qui peuvent être investis autour du bâti pour de la végétalisation, les plantes grimpantes sur les murs, des toits de toiture, des terrasses végétalisées, l'importance de la pleine terre. Et à droite, un schéma sur les clôtures poreuses pour la circulation des espèces qui montre les différentes possibilités qui existent. Je ne l'ai pas mentionné au début de ma présentation, mais à chaque fois que vous voyez cette icône avec la feuille, c'est des liens que vous aurez ensuite pour aller directement sur les documents ressources sur le portail Nature en Ville dont vous a parlé Marianne au début. Les autres outils du règlement du PLU. Donc là, il y a une grande diversité d'outils. Donc ça peut être des obligations pour créer des espaces verts, pour planter, les coefficients, des règles pour les eaux pluviales. Donc toutes ces différentes règles, elles peuvent vraiment favoriser la végétalisation en lien avec le bâti, la faune, sanctuariser des espaces de pleine terre, limiter l'imperméabilisation. Elles sont très efficaces, à condition d'être simples et de bien soigner leur écriture et de contrôler effectivement leur bonne application. Je vais balayer certains des leviers mobilisables. Ce n'est pas exhaustif, vous en trouverez plus dans le recueil de fiches actions. Donc, on a des obligations de création d'espaces verts, de plantation ou de réutilisation des eaux pluviales. Là, quelques extraits de règlements, par exemple, là, le PLU de Strasbourg, Eurométropole, qui indique des espaces plantés, jardins de devant à conserver ou à créer dans son règlement graphique, ou des obligations de plantation. Je vais détailler cet exemple-là juste après, dans les exemples inspirants. On peut avoir des règles d'implantation ou de recul. Là, l'objectif, c'est de protéger l'arbre sur le long terme en limitant les risques de compactage de sol, de blessures, de taille sévère ou de dommages aux racines. Donc là, on a des règles donc, de distance qui peuvent être mentionnées.
des distances à l'arbre par rapport à des nouvelles constructions. On a le sujet des différents coefficients, dont le coefficient de biotope par surface, donc là qui permet de définir et voilà, des pondérations en fonction des sites. On a toutes les règles qui concernent les clôtures, donc qui peuvent être donc, en faveur de clôtures végétales, ou de clôtures perméables à la faune, ou de clôtures qui permettent l'écoulement des eaux pluviales, comme dans l'exemple ici mentionné. Toutes les règles qui concernent les toitures et les façades, donc ça peut être des règles, par exemple là, dans le PSMV d'Angoulême, qui autorise les toitures végétalisées pour les nouvelles constructions dans le secteur patrimonial du centre-ville, ou là-haut dans le règlement du PLU de Paris, les toitures plates qui, au-delà d'une certaine surface, doivent être végétalisées. Les recommandations issues de l'étude pour tous ces autres outils, c'est de ne pas négliger la portée de tous ces outils, d'étudier leur mobilisation dès le début de la procédure, pas que ce soit des règles écrites sur la fin, enfin, il faut bien mesurer leur intérêt et pouvoir les étudier assez tôt, d'écrire des règles simples qui soient adaptées au contexte local, de définir, il y a tout un sujet autour des termes dans un lexique, en tout cas de bien s'entendre sur quand on parle. Enfin là, donc il y a un intérêt sur le vocabulaire, le glossaire, de mobiliser les moyens pour contrôler leur respect et les faire évoluer aux besoins. C'est là que pour les services instructeurs, on avait des exemples de collectivités, de services instructeurs qui se font aider par des collègues des services espaces verts quand c'est sur des sujets un peu majeurs sur le végétal. Donc là, c'est cet intérêt d'avoir un contrôle intéressant et d'accompagner les porteurs de projets, de les guider. Un exemple là de règles avec le PLU du Vésinet, avec des obligations de plantation et des protections durables de périmètre autour des arbres. Donc là, on a des plantations obligatoires d'arbres par tranche de 100 mètres carrés d'espace libre de toute construction, des marges de recul, par exemple de 5 mètres avec une nouvelle construction, des imperméabilisations de sol qui sont interdites à proximité des arbres, et on a tout un travail fin de repérage des arbres remarquables, intéressants de la collectivité, et qui sont donc protégés, et puis qui ont des règles aussi où la construction ne doit pas empiéter dans le périmètre de leur outil. Un exemple ici d'articulation de différents outils du PLU de Rennes Métropole sont intéressants. Donc, il y a à la fois des règles pour les clôtures qui favorisent la biodiversité et le cycle naturel de l'eau. On a le coefficient de biotope par surface qui s'appelle ici à Rennes le coefficient de végétalisation et qui va de pair avec des plans thématiques au 5 millième que vous voyez en bas à droite pour une application différenciée de ce coefficient suivant le tissu urbain, si c'est du tissu pavillonnaire, du tissu de grands ensembles, mais aussi en fonction des objectifs de densification que la collectivité a pour ces différents secteurs. Et ce coefficient, il va de pair aussi avec d'autres règles, comme des règles d'inconstructibilité de certains fonds de parcelles, quand il y a des enjeux pour préserver les cœurs de jardin, et des règles sur les gestions des eaux pluviales. Et ils ont mis en place un outil, un simulateur de projet en ligne pour que les porteurs de projets puissent pouvoir être aidés à formaliser ces différentes règles pour leur projet. Enfin, en dernier lieu, la mise en place d'un projet de conception écologique en lien avec une gestion écologique qui doit être pensée dès l'amont du projet. Donc là, je développerai un peu moins, c'est aussi ce que va développer ensuite le second intervenant. Mais donc là, je rappelle, c'est un schéma issu du guide de conception écologique d'un espace public paysager, les grands domaines d'enjeux à atteindre. Donc c'est un guide qu'on actualise d'ailleurs cette année, qu'on aura une nouvelle version à vous proposer l'année prochaine. Et donc, c'est aussi toutes les mesures qui peuvent être mises, à la fois contractuelles, incitatives, de sensibilisation auprès des particuliers pour... Et là, 2 derniers exemples inspirants. Là, donc c'est un projet là, donc de réhabilitation de 150 hectares de friches industrielles. C'est le projet de Pierre-Mille-les-Îles à Nantes Métropole. Donc là, c'est un vaste projet avec un concept de ville nature, c'est des anciennes friches industrielles, donc avec aussi des problématiques de remblaiement, de pollution, et un projet de création de futurs logements, des programmes assez mixtes. Et il y a tout un travail d'expérimentation sur site des principes d'aménagement qui seront déployés dans la prochaine quinzaine d'années.
avec pour veiller à réutiliser le moins possible de terres végétales, à pouvoir retrouver des profils intéressants de berges, puisqu'on est le long de la Loire aussi, favorable à certains milieux, des liens tissés dès l'amont là, de travail entre les jardiniers et l'équipe de conception. Et enfin, là, un autre exemple inspirant, là, c'est d'accompagnement d'un PLU auprès des particuliers avec un cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères en complément du PLU à Bouc-Bel-Air. Donc là, qui a été travaillé en lien entre le CAUE et puis des paysagistes et urbanistes. Et donc là, qui a vraiment vocation à aider à comprendre les règles du PLU, à veiller à la bonne application des dispositions et à inspirer les porteurs de projets. Donc, c'est un document aussi très richement illustré de plans, coupes, photos de référence. Donc, vous dire que vous pouvez retrouver tous ces exemples détaillés dans le recueil de fiches actions, mais aussi beaucoup d'autres exemples inspirants sur le site Nature en ville. Donc, ça vous permet d'accéder directement à tel extrait de règlement, tel OAP, et pouvoir donc aller plus avant et voilà, la découvrir plus précisément. Merci. Merci Sandrine pour ce panorama d'outils et avec une illustration par des documents que tu as identifiés lors de l'étude végétale et planification. Maintenant, nous allons donner la parole à Anthony Perrin de la Motte Servolet pour nous illustrer un petit peu ce sujet avec des exemples inspirants mis en œuvre sur la Motte Servolet. À vous, Anthony. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation pour témoigner un peu sur la réalisation de notre éco-hameau des Granges. Alors, peut-être replacer un peu le contexte de ce projet au niveau de l'agglomération et du sud-lac du Bourget. Je vais vous passer quelques visuels pour que vous compreniez un peu la situation de ce quartier qui est en cours d'aménagement à l'heure actuelle, mais qui est un long historique préalable. C'est un quartier, alors je vais faire le partage d'écran et essayer de vous partager. Alors, donc si on regarde un peu, donc là c'est un premier visuel, je ne sais pas si vous le voyez, si c'est bon pour tout le monde. Premier visuel sur le CPUPE, le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, environnementales du quartier, adopté en septembre 2018, mais qui replace un peu le quartier dans son contexte. Donc c'est un document assez lourd qui s'impose à tous les promoteurs du quartier. Voilà, on voit un peu le contexte ici, le contexte de l'éco-hameau des Granges. C'est un quartier qui se situe tout au nord de la ville de la Motte-Servolex, qui fait partie de l'agglomération de Grand-Chambéry et pour le coup est soumis au PLU IHD, donc plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacement. C'est un quartier qui a été réfléchi depuis 2009, hein, c'est un quartier sur lequel on travaille depuis déjà très longtemps et qui aboutit en fait en 2018 à la rédaction de ce CPUPE que vous avez sous les yeux, ce cahier des prescriptions architecturales, environnementales, urbanistiques et paysagères, et qui s'est imposé au PLUI HD, entre guillemets imposé, par le biais d'une OAP valant en règlement urbain. Donc en fait, c'est vraiment le CPUPE qui fait règle d'urbanisme pour ce quartier. Donc ça, c'est une caractéristique assez intéressante de cette ZAC, hein. Et en fait, c'est une ZAC qui s'étend sur 16,9 hectares, 17 hectares, dont à peu près 8 hectares sur la zone d'aménagement concerté qui va être dédiée à la nature. Donc, on en parlera juste après par l'aménagement dans un premier temps sur ce quartier d'un parc nature qui fait la transition avec les milieux naturels autour des projets d'aménagement, enfin des projets d'habitat. Le PLUI-HD, peut-être juste évoquer le PLUI-HD Grand Chambéry qui a été adopté en janvier 2019. Il a fait un effort quand même assez considérable sur tout ce qui est coefficient de biotope spécifique, coefficient de pleine terre, taux de NR dans les projets d'aménagement des futurs permis de construire. Et au niveau de la ville de la Motte-Servolex, moi je suis plus particulièrement en relecture et en validation de ces coefficients-là à la lecture des permis de construire. À l'instruction des permis de construire, c'est moi qui vise un peu voilà, les CBS, les coefficients de pleine terre et les taux de NR, ainsi que les plantations d'arbres sur les permis de construire qui sont déposés. Puisqu'à la Motte-Servolex, on a encore un service instructeur que j'appuie sur ces thématiques-là. Alors, si on revient un peu sur le quartier des Granges, donc là, vous avez sous les yeux
le CPUPE, hein, qui fait vraiment loi pour l'aménagement de ce quartier et qui s'impose à tous les promoteurs, qui est étroitement associé à un tableau d'engagement écoquartier, puisqu'on a engagé dans le label écoquartier, et qui, donc les permis de construire déposés par les promoteurs, pour l'instant, on a 3 permis de construire qui ont été déposés pour des logements collectifs, donc en mixité sociale, bien sûr, parce qu'on va avoir 50% sur les 3 premiers lots, en tout cas, on a 50% de logements sociaux et 50% d'accession privée. Voilà. On voit un peu ici le quartier, il se présente ici, hein, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, on le voit bien. Okay. Donc là, vous voyez, ça, c'est la position de l'écoquartier et qui fait écho au développement de Savoie Technolac, qui est une zone d'activité technologique à cheval sur l'agglo Grand Lac et l'agglo Grand Chambéry, et qui se développe actuellement sur une 3e phase, la ZAC 3 à Savoie Technolac. Et l'idée de la réalisation de ce quartier, c'était, dans un premier temps, ne pas consommer de terrain agricole, puisqu'en fait, on voit ici l'emprise de ce quartier, c'est une ancienne emprise industrielle, on verra ça tout à l'heure. Je vous ferai passer quelques photos de l'emplacement de ce quartier. Et c'était aussi de pouvoir réparer cette cicatrice industrielle vis-à-vis de cette zone humide qu'on voit ici, qui est une zone humide d'intérêt remarquable, la zone humide des Janons, qui souffrait énormément de cette activité industrielle par des effets de terrassement et de remblai de matériaux inertes sur la partie nord du site, et également par une activité industrielle délétère pour la zone humide, puisqu'on avait à peu près une centaine de camions qui passaient au cœur de la zone humide par jour, chargés de fines. Donc, il y avait un colmatage de la zone humide sur ses abords. Et puis, il y avait surtout une grosse perturbation des alimentations en eau pluviale de cette zone humide, la zone humide des Janons, qui commençait à se dégrader, notamment sur ces parties les plus sensibles, qui sont des tourbières à cratérions, qui sont des habitats d'intérêt européen, en fait, et qui souffraient beaucoup, beaucoup de cette activité. Donc là, il faut imaginer, je vous passerai une photo après, du site, que c'est vraiment un site, une emprise industrielle totale sur laquelle on a voulu aménager un quartier, ce qui n'était pas évident, puisqu'on est très au nord de la commune et que la topographie du terrain n'était pas évidente à aménager. Mais c'était vraiment là pour ne pas manger de terrain agricole, puisqu'on aurait pu aménager plus en lien avec le tissu urbain de la commune de la Motte-Servolex, c'était en centre-ville. Donc, si on revient un peu sur le CPUPE, on aurait pu aménager ici, aux abords du tissu urbain de la Motte-Servolex en lien avec Chambéry, les réseaux de transport, etc. Mais en fait, le Scott nous proposait d'aménager 2 zones, celle-ci, celle de Barbie-Dessous, qui est une zone à 100% agricole, ou celle des Granges, qui était une zone de carrière industrielle. Voilà. Donc, le choix a été fait, le choix assez courageux au niveau politique a été fait de plutôt investir cette carrière pour ne pas manger de terrain agricole. Si on va un peu plus loin, l'idée, ce serait peut-être que je vous partage quelques photos du projet d'aménagement pour qu'on aille après plus en détail sur le quartier, en tout cas l'historique d'aménagement. Donc, je vais peut-être changer de type, je vais changer le partage d'écran. Et puis, je vais vous passer quelques photos du quartier dans son état initial. Voilà. Donc là, vous avez l'état initial du quartier. Donc, on voit l'emprise industrielle ici. Donc, c'était une zone de retraitement de matériaux depuis 2008 jusqu'en 2014. On a donné le dédit à l'entreprise, on a demandé à l'entreprise de partir. Et puis ici, c'était une grosse zone de remblai de matériaux. Et en 2000, quand on a commencé les premiers aménagements du quartier en 2018, le terrassement, l'activité de carrière avait déjà bien empiété sur ces boisements qui sont des boisements de bouleau, c'est un accru de bouleau sur la partie nord du site. En fait, ils faisaient du remblai et en fait, ils enterraient les arbres petit à petit sur cette partie-là. Donc, c'était une emprise, il faut savoir, 100% communale. Tout était un communaux. On a fait quelques acquisitions à certains endroits pour pouvoir stabiliser le projet et créer la ZAC. Mais c'était essentiellement vraiment des terrains communaux utilisés comme une carrière et comme une emprise industrielle. Donc là, vous avez une illustration de ce qui se faisait sur le site. Hein. C'était vraiment des zones de retraitement de matériaux avec des concasseurs, une activité qui avait un intérêt développement durable, c'était de réutiliser des matériaux de BTP pour reconstruire des bâtiments, mais qui avait quand même un impact de nuisance très important sur ce site qui était quand même en forte proximité d'une zone humide. Donc, c'était également des zones de dépôt de matériaux. Là, je vous donne l'exemple de matériaux sales, entre guillemets, qui étaient déposés, qui étaient des refus de la déchetterie de Grand Chambéry, qui étaient déposés sur site par l'entreprise, ne sachant pas quoi en faire. Donc, ça, c'était des zones de remblai illégal sur toute la partie nord du site. On a à certains endroits jusqu'à 13 mètres de remblai qui avaient été déposés. Donc, ce qui n'a pas été évident d'ailleurs pour l'aménagement du quartier en termes de topographie.
Donc là, vous avez un exemple de ce qui était rencontré sur site. Et là, vous avez un exemple du site. Donc là, on voit le sud du site au fond, là, avec la zone humide qui se situe ici. Ici, on est sur les zones de remblai au nord. Donc avec une zone de remblai qui mangeait de plus en plus sur les arbres. Voilà, sur les boisements au nord du site. Donc là, on avait sur ce site également 2 grandes pièces d'eau, qui étaient des pièces d'eau qui étaient utilisées pour le rinçage des matériaux, donc avec une grande quantité de matériaux de fines de vase en fond de ces pièces d'eau, mais qui étaient localisées en zone humide. Hein. Donc là-dessus, voilà. Et vous aviez ici, par exemple, une zone où les eaux pluviales allaient directement dans la zone humide en dessous, qui était la zone humide de Tourbière à Cratorion, qui était défavorable pour le maintien de cette zone humide, qui ne fonctionnait qu'avec des sources. Donc là, on avait petit à petit une disparition des tourbières à Cratorion du fait du renvoi d'eau pluviale dans cette partie de la zone humide. Alors qu'au nord, on était plus sur une zone humide, humide classique qui avait besoin d'eau, mais qui était coupée de ses alimentations d'eau pluviale à cause des remblais. Voilà, il y avait une gestion un peu complètement inadaptée des eaux pluviales sur le site par le cariste et par l'activité industrielle. Donc voilà, type de matériaux qui est amené sur site. Donc pour la plupart qui étaient valorisés, hein, qui étaient recriblés et reconcassés, avec des exemples de camions qui traversaient la zone humide en permanence. Voilà, donc vous avez un visu un peu de l'état initial du site. Donc il y a un vrai emprise industrielle délabrée. Et ici, on commençait, là c'est en début de phase de terrassement du site avec les mares, les étangs. En fait, on a récupéré sur le site, valorisé sur le site, ce grand étang, on verra tout à l'heure sur les photos, et une petite mare là-bas qui est en fond de site au sud. Et on a retaluté les berges, réimplanté des végétaux pour faire vraiment une requalification écologique de ces 2 pièces d'eau qui étaient maltraitées. Donc là, on voit un peu les fines hein, qui sont présentes en fond de mare. Là, on est encore en phase de travail pour le curage de ces boues pour permettre d'avoir une lame d'eau favorable à la faune, parce que là, actuellement, c'est vrai que la lame d'eau est très, très faible en fond de pièce d'eau. Donc, vous avez ici un visuel sur le projet d'aménagement. Donc là, en fait, il faut imaginer que là, on est sur l'ensemble, sur cette partie-là, hein. On est sur l'ensemble de l'emprise industrielle, l'ancienne emprise industrielle du quartier, ici aussi. Et donc, ce qui a été fait en premier lieu dans le cadre de ce quartier, c'est une ZAC, donc c'est une zone d'aménagement concerté, dont l'aménagement a été confié à la Société publique locale de la Savoie, qui est une société publique locale, donc il y a un fonctionnement purement public. Hein. Nous, on est, en tant que ville de la Motte-Savolaix, on est au capital de cette ZAC. Donc, c'est notre outil d'aménagement, hein, c'est notre partenaire d'aménagement public. Ce qu'on a fait en premier, avant toute construction de logement, c'est la construction, la mise en œuvre de ce parc nature des Janons, qui a été livré la semaine dernière et qui a permis de réparer, c'est une grosse cicatrice industrielle sur cette zone-là, en limite de zone humide qu'on voit apparaître hein, ici. En fait, tout ce que vous voyez en pointillé bleu, c'est la limite de la zone humide. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était de créer entre les futurs habitats et cette zone humide, en lieu et place de cette zone industrielle, ce parc à caractère naturel et humide. Donc, on a récupéré et renaturé ces 2 grandes pièces d'eau et on a également mis un ensemble de mesures en faveur de la nature sur ce parc avec des petites mares permanentes, avec une zone d'expansion des crues et des eaux pluviales sur une prairie humide à cet endroit-là. Et puis, on a souhaité mettre en œuvre en fait un cheminement qui ne nuit pas à la faune. Donc, on le verra sur des photos après. C'est un cheminement qui est sur pilotis, c'est-à-dire que sur cet espace, on souhaite que la fréquentation du public soit un peu guidée. Et ce guidage, il se fera par ce sentier en pilotis qui est surélevé par rapport au sol et qui permettra à la faune au grand public de ne pas trop pénétrer sur cet espace qui est vraiment dédié à la faune et à la nature. Alors, ce qu'on voit également sur ce plan, c'est les formats d'aménagement. Donc, le CPUPE réglemente fortement tout ce qui est format d'aménagement, tout ce qui est palette végétale à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment une spécificité de notre CPUPE. Et sur les 3 premiers lots d'aménagement qui ont été validés en termes de permis de construire, on a ici le plus au nord, ce qu'on appelle le lot 8, le lot opaque, donc c'est 100% logement social. On a ici le lot Savoisienne Habitat, qui a un 50% accession sociale et 50% logement social. Et puis, on a le lot Bouygues Immobilier, qui était délivré
permis de construire qui a été délivré, du 100% accession de privé. Donc, vous voyez déjà sur ces 3 premiers lots d'aménagement qui comptent individuellement chaque lot 72 logements, on a déjà 50% de mixité sociale. Alors, ce qui est assez remarquable sur ce projet, c'est le parc nature humide des Janons, qui est ici, qu'on voit ici. C'est la renaturation et la réappropriation des 2 grandes pièces d'eau pour la nature, c'est-à-dire qu'on a retaluté les berges, on a refait des plantations en berge sur ces 2 pièces d'eau. Et puis, c'est la conservation des corridors écologiques sur le site. C'est-à-dire que c'est un quartier qui a été réfléchi déjà depuis 2009. Et en 2009, on a lancé une étude préopérationnelle d'urbanisme à travers le prisme d'une approche environnementale d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a fait l'étude de 3 scénarios pour la construction de ce quartier. Et il y a un des scénarios qui préconisait de construire ces logements sur la falaise, qui était, en fait, là, il faut imaginer que c'est quelque chose d'un peu accidenté. Si on reprend le... Alors, je ne sais pas, je vais regarder où j'en suis sur le partage d'écran. Voilà, je vais juste arrêter celui-là, je vais remettre l'autre photo, la photo du site qu'on avait tout à l'heure. Bon, c'est la photo initiale. Voilà, je vais vous remettre la photo initiale. Il faut imaginer ici qu'on est sur un plateau agricole. Là, il y a une grande falaise. On est ici en bas de falaise. Donc, là, c'est une falaise qui est assez conséquente en termes de dénivelé. Et on est en bas de falaise, vraiment à proximité de la zone humide. Donc, le premier projet d'aménagement, en fait, proposait de faire un accès routier pour les futurs habitants dans la zone humide et de dépaneler des logements sur la falaise qui est ici. Sauf que la falaise est support d'un corridor écologique, qui est un corridor écologique d'importance régionale, puisqu'il est identifié au SRCAE. Et en fait, l'idée, c'était sur le deuxième projet d'aménagement, en phase préopérationnelle d'urbanisme, de réfléchir à un autre projet qui épargne ce boisement-là et qui épargne aussi la zone humide. Donc, on a décidé de faire un accès plus direct à la route nationale qui passe juste en dessous pour les futurs habitants. Donc, il y a un accès qui a été créé, ce qu'on appelle l'accès nord, qui a nécessité de consommer, malheureusement, mais c'était un moindre mal par rapport au projet initial de consommer 2000 m² de terrain agricole, ce qui est quand même tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on aurait pu avoir ailleurs, et puis qui a décidé aussi d'épargner ce remboisement en proposant en fait, l'aménagement des futurs logements sur des plots de stationnement. Donc, pourquoi des plots de stationnement? Parce que c'est des plots qui vont être construits en fait, à la base des stationnements, qui vont supporter 3 bâtiments. Donc, si on reprend un peu le plan d'aménagement, voilà. Chaque plot, en fait, vous avez un lot aménagé ici. Donc là, on a 3 promoteurs. Et entre chaque plot qui est construit sur un socle actif, ce qu'on appelle le socle actif, c'est un socle où les voitures vont venir se garer caché du quartier. On ne voulait pas de stationnement de véhicules sur le quartier. Donc, chaque habitant aura sa place de stationnement dans le socle actif. Les socles actifs sont végétalisés. Ils sont en continuité avec la falaise, c'est-à-dire que la falaise va venir mourir sur le socle par le jugement d'un aménagement à la charge du promoteur. Et sur ce socle, en fait, il est végétalisé, c'est-à-dire qu'on a demandé au promoteur de faire un complexe végétalisable de plus de 40 cm de profondeur pour pouvoir y planter des arbres, y faire des jardins partagés et faire que ce socle de stationnement soit non seulement un socle de stationnement pour les voitures, mais c'est aussi un socle de vie pour les futurs habitants du quartier et également puisse accueillir des activités partagées juste en devanture de rue ici. On va avoir des micro-crèches, on peut avoir plein d'activités partagées, des locaux associatifs. Voilà, on souhaite vraiment que ce soit un socle actif pour la vie des futurs habitants. Et bien sûr, les bâtiments, donc les lots d'habitation, les logements, sont construits sur ce socle. Donc, je vous ferai voir après un visuel de ce qui est attendu un peu, de ce que ça va rendre sur le quartier. Un autre point important, c'est qu'en fait, on a imposé aux promoteurs, donc la limite de l'eau se situe ici, entre 2 promoteurs, de laisser une bande de 5 mètres de part et d'autre de leur socle pour les continuités écologiques. Donc, ces bandes-là, qui sont des bandes qui sont dans le périmètre privé, en tout cas dans les emprises privées, seront libres de toute clôture et seront plantées d'arbres et d'arbustes pour reconstituer un réel corridor depuis le corridor écologique qu'il y a ici sur la partie ouest. On a imposé ici, on a gardé une emprise publique également ici sur le quartier. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est ici une emprise de 50 mètres de large où en fait, on va également, c'est ce qu'on appelle le principal corridor écologique du quartier, on va planter également d'arbres, toute cette partie-là d'arbres et d'arbustes, en lien avec la pièce d'eau, la grande pièce d'eau qui a été renaturée. Voilà, donc ça, on voit un peu les corridors écologiques se dessiner sur le quartier, en lien avec ce nouvel espace nature.
Donc, du plateau du Tremblay, les animaux, on a mis des pièges photo pour voir si ça fonctionne. Les animaux passeront entre les plots d'habitation. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer la perméabilité écologique au niveau du quartier. Alors après, sur les espèces végétales plantées, on a imposé au CPUPE une liste de végétales, une liste d'essences locales et endémiques pour les plantations sur le quartier, donc nous, sur les espaces publics, mais également aux promoteurs privés sur leurs espaces à eux. Voilà, il y a toute une liste de végétaux autorisés, des végétaux qui sont interdits, et c'est pour 80% des espèces locales et endémiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce quartier? Alors, bien sûr, il y a la problématique amphibien. Cette problématique amphibien était directement intégrée à l'aménagement du parc, puisqu'en fait, on a créé un muret amphibien avec des passages sous route sur l'ensemble des premiers lots aménagés. Donc là, on est en phase 1 d'aménagement, hein, ce qui représente tout ça. Et en fait, au niveau des corridors écologiques, on a des passages sous route à amphibiens qui permettent aux amphibiens de ne pas monter sur la route et de pouvoir passer sous la route aux endroits privilégiés, donc aux endroits des corridors. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le quartier? Peut-être avoir des visuels du futur quartier. Là, vous avez un beau visuel de ce qu'est actuellement le parc. Alors, bien sûr, les arbres ne sont pas encore aussi gros. La prairie, les prairies fleuries, donc on est sur un semis de prairies fleuries sauvages sur l'ensemble du parc nature. Elle n'est pas encore autant développée. On verra quelques photos après, mais c'est un peu, voilà ce qu'on va avoir un peu sur ce quartier. La première chose aménagée sur ce quartier, c'est cet espace nature du parc des Janons. Voilà, donc là, on vient de le réceptionner. Et en fait, on souhaitait que ce parc soit aménagé avant les premiers logements pour que les habitants qui viennent ne subissent pas les travaux du parc. Les premiers habitants des lots qui seront ici, hein, les 3 lots qui seront là, ne subissent pas l'aménagement du parc et puissent bénéficier dès leur aménagement d'un parc de qualité en lien avec la nature. Donc voilà, vous avez, c'est pas les dernières photos, mais c'est parmi les dernières photos. Donc la mare qui a été réaménagée, le sentier sur pilotis, les plantations qui ont été réalisées. Alors, on a eu une crainte avec l'été qui a été extrêmement sec de voir beaucoup de nos plantations qui soient dégradées, mais ce n'est pas le cas. On a eu une très bonne reprise des végétaux qui ont été plantés sur site, donc essentiellement des essences locales, avec des systèmes de plantation. Donc là, on fait appel à des paysagistes aussi locaux dans l'aménagement. Voilà un peu comment ça va se coordonner. Donc là, vous avez les lots des futurs bâtiments qui sont derrière, en pied de falaise. Alors, quelques photos. Ici, une des mares, donc c'est en plein été, elle est restée un tout petit peu en eau, mais c'est une des 5 mares permanentes qui ont été aménagées sur le site pour certaines espèces d'amphibiens. Et on a fait à côté de ça plusieurs hibernaculums, donc des dispositifs de refuge pour les amphibiens et reptiles tout autour des mares pour leur permettre un cycle de reproduction complet. Donc là, vous avez le sentier sur pilotis qui permettra de drainer aussi la fréquentation du public afin qu'il ne sorte pas et ne piétine pas toute la zone du parc nature qui sera en gestion extensive. Hein. De toute façon, on ne fera qu'une fauche par an sur la zone du parc nature. Voilà. Et là, vous avez en face d'un lot aménagé, vous aurez un grand ponton en fait, où il y aura une table, les panneaux pédagogiques ne sont pas encore mis. Vous aurez ici une grande table d'orientation qui permettra d'expliquer un peu tous les aménagements écologiques qu'on a réalisés sur ce parc pour le grand public. Donc là, c'est encore en cours d'aménagement. On voit le grand ponton sur la mare derrière. Et là, on doit encore curer cette mare qui est pleine de fines issues de l'activité industrielle. On est en train donc là de chercher un partenaire pour le curage de cette mare qui se ferme malheureusement encore trop vite puisqu'elle était pleine de fines et il faut vraiment qu'on la cure. Voilà. Je peux vous montrer peut-être d'autres choses. Anthony, je vais profiter pour poser quelques questions Oui, des bien sûr. participants, justement Bien sûr. pour approfondir ou mieux comprendre certains points. Donc, il y avait une question par rapport à l'accès au site par lequel les camions passaient au milieu de la zone humide. Qu'est-ce qui est devenu l'accès? Et peut-être répondre à la suite, est-ce qu'il y a eu en fait des demandes de dérogation à espèces protégées pour le projet? Alors, on a effectivement une demande de dérogation d'espèces protégées parce qu'en fait, l'activité de cariste, au gré des mouvements de matériaux et d'activité du cariste, on avait la création de mares extrêmement temporaires, en fait, qui faisait que certaines espèces, comme la lite accoucheur, qui est une espèce assez rare mais qui est très pionnière, venaient sur un temps de 2 ans s'installer sur le site et se reproduire. Donc, on avait identifié des zones favorables à la lite accoucheur, même s'il n'a jamais été entendu sur site, hein. Mais en fait, c'était des zones qui étaient des zones minérales qui étaient favorables pour lui.
Et c'est en ce sens-là qu'on a mis, nous, en place toute une série de marques permanentes à caractère minéral et des hibernaculums à côté pour permettre à cet alite, qui était potentiellement présent sur le site de la carrière, de venir se réinstaller sur le site. En ce qui concerne la première question, c'était… C'était l'accès qui était utilisé par les camions, qui Alors, est devenu. tout à fait, l'accès l'ancien accès à la carrière, en fait, en accord avec le conservatoire des espaces naturels qui va avoir la gestion sur 30 ans de notre parc nature des Janons, hein, c'est le SEN qui va faire la gestion de ce parc. En fait, il prévoit le démontage de l'ancienne piste pour permettre une reconstitution des continuités écologiques et hydrologiques au sein de la zone humide. Parce qu'en fait, le problème de cette piste, c'est qu'en plus, non seulement il y avait un transport de marchandises important, il était support de plus de 100 camions par jour, donc c'était extrêmement dégradant pour la zone humide. Mais en plus, quand ils ont aménagé cette piste, elle a rompu complètement les alimentations de la zone humide des Janons, de la partie qui est en bord de l'Est, qui est juste en dessous de la route. Et l'idée, c'est en fait d'effacer complètement cette route et de rétablir vraiment les continuités écologiques et hydrologiques dans la zone humide. Donc là, en fait, il y a un projet qui est actuellement déposé par le Conservatoire des espaces naturels dans le cadre du contrat vert et bleu pour démonter complètement cette piste, ancienne piste d'accès. Très bien, merci. Et une autre question, vous avez parlé de recommandations sur les plantations. Oui. Est-ce qu'il y a eu une question sur le contrôle en fait, du bon respect de ces recommandations de plantation? Alors, le contrôle sur notre projet d'écoquartier est très strict puisqu'on s'est attaché les services d'un AMO HQE écoquartier, qui est le bureau d'études Terreco, qui contrôle tout ce qui est bon de livraison et qui était présent à la livraison du parc nature et qui a contrôlé tous les végétaux, que ce soit en termes de reprise ou en termes de qualité des végétaux. Donc, de toute façon, tout est contrôlé à tous les niveaux. On contrôle tout ce qui est marché d'entreprise pour les espaces publics, donc avec l'aide de l'ASPLS, qui est concessionnaire de ZAC, et bien sûr de Terreco, qui est notre AMO HQE, qui a vraiment ce rôle de contrôler la régularité des marchés du projet d'aménagement en phase exé, en phase pro, vis-à-vis du CPUPE. Donc, tout est contrôlé. Et ça, c'est une mission qui était confiée à un bureau d'études spécifique. Et c'est exactement identique pour tous les permis de construire qui sont déposés. Il y a une relecture de la ville, tous ceux qui sont sur donc la directrice des services techniques, et de moi sur tous les permis de construire qui sont déposés, de l'architecte en chef de ZAC, puisqu'on a un architecte en chef sur la ZAC, du paysagiste en chef de ZAC également, et puis bien sûr de notre AMO HQE. Alors, ce que je peux faire peut-être, c'est vous partager. Donc là, on revoit, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Mais là, vous avez un peu une idée des futurs lots d'aménagement, du parc nature, et puis des corridors écologiques qu'on a conservés et dessinés sur le site. Voilà. Et puis, vous avez, donc ça, c'était une idée, une préfiguration de ce qu'on aurait pu avoir sur le parc à l'époque, donc qui est quand même plutôt exact, puisqu'on retrouve ce ponton et ces espaces nature. Et puis, ce que je voulais vous proposer, là, on voit ce qui est spécifié dans le CPUPE et qui est précisé en annexe du CPUPE, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais c'est un peu ce qu'on souhaite en palette végétale sur les espaces publics, mais qui correspond aussi à ce qu'on a en palette végétale sur les espaces privés, puisqu'on l'impose aussi sur les espaces privés. Donc là, il y a toute une liste en annexe de ce CPUPE, en fin de CPUPE, qui préciseront toutes les espèces une par une. Donc ça, c'est sur les matériaux. Ce que je voulais vous faire voir, c'était le tableau d'engagement écoquartier, puisque c'est un tableau en fait, qui est étroitement associé au CPUPE. Donc, c'est dans les annexes. Il y a un lexique, bien sûr, pour expliquer un peu ça aux promoteurs. Voilà, le tableau des engagements écoquartiers, en fait, il fait directement écho au CPUPE, mais il permet aux promoteurs qui le souhaitent d'aller plus loin encore dans leur engagement sur la partie environnementale, transition écologique de leur projet. Donc, on a bien sûr tout ce qui est obligation pour le promoteur de mettre en œuvre, c'est tout ce qui est en blanc, c'est les cibles obligatoires. Et après, le promoteur peut aller encore plus loin en proposant des cibles optionnelles, sachant que chaque cible optionnelle, par exemple ici, créer au moins 10% de logements évolutifs, va lui donner des points. Le promoteur doit au moins, dans le cadre de son permis de construire, atteindre 200 points. Et quand on fait un jury, par exemple sur le lot Bouygues Immobilier, qui était un lot d'accession privée, on a fait un jury, il y avait plusieurs candidats, et ben on a pris le candidat qui avait le plus de points. Donc au-delà de l'obligation de 200 points minimum sur les cibles optionnelles,
l'enjeu pour le promoteur, c'est d'aller le plus loin possible dans ce qu'il propose en termes de qualité environnementale en multipliant les points. Voilà. Donc, par exemple, une grosse cible, une option de grande cible, ce qu'on appelle grande cible, c'est des options qui font beaucoup de points, bah, c'était pour proscrire l'usage des polystyrènes. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à arriver vraiment sur la qualité sur le quartier. Donc ça, c'est le tableau d'engagement éco-quartier. Et puis, vous avez à la fin du CPUPE, en annexe aussi, donc il y a un tableau pour les espaces publics et pour les lots privés, et pour chaque secteur d'aménagement. Et puis, à la fin, voilà, vous avez la liste des espèces végétales autorisées, où on impose la liste des végétales autorisées. Donc, avec des proportions variables, là, on est par exemple sur le lot nord, secteur nord, à 70% sur les espèces arborescentes. Il faut que l'aménageur, il faut que le promoteur ait dans sa liste de végétaux au moins 70% de ces végétaux-là. Voilà. Très bien, merci pour C'est détaillé. toutes ces Voilà. explications. Peut-être une dernière question pour Oui. clore les interventions. C'est l'influence en fait des règles que vous avez mises en œuvre sur ce projet sur les quartiers voisins. Qu'est-ce que vous retenez en fait de l'exemplarité de ce projet et de l'influence qu'il peut avoir sur l'urbanisation d'autres zones de la commune? Alors, c'est un quartier qui, je dirais, au niveau politique, est extrêmement volontariste. Et c'est vrai qu'à ce jour, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance d'un autre quartier sur l'agglomération, les deux agglomérations, qui sont aussi exigeants en termes environnementaux. C'est un quartier qu'on réfléchit depuis 2009. Donc, c'est un quartier qui a maturé pendant 10 ans, 11 ans avant la premier aménagement. C'est un quartier qui est aussi très spécifique dans le cadre de son contexte. C'est un contexte d'une ancienne carrière. C'est un contexte qui est étroitement lié à une zone humide. C'est un contexte qui est très au nord de la commune, qui est plus en lien avec Savoie Technolac et le Bourget du Lac que la commune de la Motte-Servolex. Donc tout ça fait que c'est un quartier qui est, je dirais, unique dans sa conception et dans sa réflexion. Après, le tableau d'engagement écoquartier, pour tous les quartiers qui s'engagent dans le label écoquartier, c'est un label qui est très exigeant et qui va demander de toute façon un minimum d'engagement sur les cibles de transition écologique. Donc, je dirais qu'un quartier qui cherche l'excellence, en tout cas la plus-value écologique, transition écologique à l'heure actuelle, au-delà du simple respect du PLUI, HD, des coefficients de biotope ou de la réglementation énergétique 2020, bah, c'est un quartier qui va s'engager dans ce label écoquartier. Je pense que ça, c'est un vrai bel outil, même s'il y a un surcoût pour l'aménageur ou pour la collectivité qui porte le projet. C'est un vrai bel outil de plus-value écologique, transition écologique pour les grands projets d'aménagement. Le label écoquartier, c'est un label qui est extrêmement exigeant et qui apporte vraiment quelque chose au niveau de l'aménagement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous Voilà, remercie. je voulais peut-être juste vous faire partager le projet d'aménagement, premier projet d'aménagement qui a été déposé, le premier permis de construire qu'on a eu. Donc, c'est le projet Bouygues Immobilier. Donc, on voit derrière la falaise qui arrive sur le socle. Ici, vous avez le socle qui est végétalisé. La falaise vient mourir sur le socle. Et vous avez ici, par exemple, le socle actif où les véhicules vont venir se garer à l'abri du quartier. L'idée, c'était de ne pas avoir de stationnement sur le quartier. Et on a mis des bordures hautes sur tous les abords de voirie pour que les voitures ne se garent pas. Ça aussi, c'est important de le dire parce qu'on craint le stationnement sauvage. Et puis, vous avez une qualité de bâti qui, peut-être au niveau visuel, c'est du goût de chacun, mais en tout cas, c'est tout de l'ossature bois. C'est des bâtiments en R+5 et R+7 en ossature bois. Donc, on voit que l'exigence du label écoquartier impose aux promoteurs un vrai projet de transition écologique dans l'aménagement. Voilà, c'était le mot de la fin, c'était pour illustrer un peu la réalité du projet. Oui, merci Anthony et merci Sandrine. Je vais conclure ce webinaire en espérant que vous avez trouvé de l'intérêt et j'en suis sûre aux interventions. Juste pour rappeler les prochains événements de Plantecité et du réseau partenaire. Donc, on a un dernier webinaire du cycle du concours Capitale française de la biodiversité sur la session arbres et forêts. Donc, c'est le 9 décembre à midi. C'est un webinaire sur les microforêts et les plantations denses. Comment les rendre plus favorables à la biodiversité. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire sur le site Capitale française de la biodiversité.
Au sein du réseau Plantécité, le prochain événement, c'est un webinaire sur le bilan des activités 2022 et puis les perspectives 2023. Ce webinaire, il aura lieu le 14 décembre à 11 h. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Plantécité dans la rubrique événements. Et également, le 15 décembre, de 14 h à 17 h, un atelier en distanciel qui est organisé par Plantécité et la métropole du Grand Paris autour de la désartificialisation des sols urbains. Donc là aussi, inscription sur le site de Plantécité. J'espère que vous avez bien noté ces rendez-vous et on vous souhaite une bonne continuation à tous. Oui, à bientôt.